Parce que là, on a un être humain devant nous. C'est la machine la plus complexe, et surtout pas une machine d'ailleurs. Je fais bien de dire ça. Les principes, ça s'impose à nous, et les règles, c'est ce qu'on s'impose à soi-même. Parce que Ouais. quelqu'un qui est triste, qui se dit en plus, ah, ce que je mange, c'est de la merde, qui mange déprimé, mais je peux t'assurer qu'il va prendre beaucoup plus de gras, il va faire beaucoup plus d'hormones du stress, il va, etc., et que sa digestion va être catastrophique, versus quelqu'un qui est entre potes, Ouais. qui interagit, tu vois, dans une ambiance agréable, et qui se dit, ah, je me suis envoyé à la salle, et puis là, j'ai mangé des protéines, et peu importe la narration qui s'envoie dans la tête, que ce soit vrai Mhm. ou pas vrai, peu importe. Parce que information, c'est donc quelque chose de désordonné et qui est transmis, encore une fois, via une interface. Le savoir, c'est une information qui va se ranger dans votre cerveau. Une information que vous allez pouvoir attraper. Maintenant, pour que ce savoir devienne de la connaissance, il faut pouvoir le mettre en application par la pratique. C'est-à-dire, je peux l'utiliser derrière. Bien le bonjour les camarades de la santé. Alors aujourd'hui, c'est du lourd. C'est un grand honneur, un très très grand honneur d'être avec toi, Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et avant de te laisser te présenter, j'aimerais juste voilà, te faire un petit mot parce que je te suis depuis le début et tu es un mec qui m'a vraiment beaucoup inspiré. Et ton parcours est vraiment, vraiment inspirant. Tu vois, tu as créé ton école, tu es calé, tu es au taquet dans tout ce qui est connaissances, etc. Et c'est vraiment super inspirant. Alors, merci beaucoup Merci. de ce que tu fais pour la communauté. Mhm. Et donc, voilà, c'est parti. Pierre, a.k.a. Verisme TV, si tu pouvais te présenter de manière succincte, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. C'est jamais facile, mais avant tout, je vais te remercier, hein, évidemment, cher Nico. Cette invitation, non seulement cette invitation, c'est un plaisir de faire ça avec quelqu'un de passionné déjà, et surtout avec un ami. Tu vois, quand c'est les deux cases sont cochées, moi c'est jamais plus du travail, tu vois, quand ça se passe comme ça. Bravo pour tout ce que tu fais, ta curiosité, ta détermination, ta discipline aussi pour apprendre ces sujets qui sont passionnants, parce que c'est avec les personnes comme toi, des nouvelles générations qui arrivent, qu'on va vraiment changer en fait les choses. Et Mhm. je suis vraiment, vraiment honoré à chaque fois que tu me dis ce genre de choses que tu viens de dire. Vraiment, ça me touche beaucoup. On doit se dire qu'au bout d'un moment, ouais, ça le touche plus. Tu vois, on me dit des trucs comme ça tout le temps, ça le touche plus. Tu rigoles ou quoi? C'est Ouais, toujours, toujours, toujours très, très important d'avoir ce genre de retour-là. Parce qu'après, la vie, c'est la même pour tout le monde, hein. Mon quotidien, c'est le même que le vôtre. Il y a des moments de bas, il y a des moments qui sont difficiles. Et en fait, le soutien qu'on peut avoir d'une autre personne, le lien vraiment, il est fondamental. Donc voilà, grand merci à toi. ouais. Qui je suis? Ah, compliqué tout ça. Euh, j'ai 36 ans. Je m'appelle Pierre Dufresne, donc. Je suis le petit dernier d'une famille. Donc j'ai un grand frère et une grande sœur. J'ai encore ma maman, j'ai perdu mon papa. Et je dis souvent ça parce que c'est souvent une étape ça a été une étape qui était assez forte dans ma vie et qui a fait le basculement justement qui explique ma présence publique actuelle. C'est que j'ai essayé de transmettre ce que j'avais trouvé en fait dans le deuil et dans mon rapport à la mort, qui a été en fait un rebond de se dire si je prends soin de moi, je peux prendre soin des autres. Prendre soin de soi, c'est important. Il y a énormément de choses à faire du côté de la prévention, qui est en fait, en réalité, si c'est bien fait, la seule arme de la naturopathie. Donc voilà, je mets souvent ça au centre, même si c'est pas quelque chose qui me définit. Parce que c'est aussi, ça résonne dans les oreilles de tout le monde, parce qu'on traverse tous des moments très très durs dans la vie, où on perd des proches, etc., etc. Donc voilà, j'ai créé il y a quelques années Verisme TV, donc, qui est une chaîne de popularisation, parce que dès que je dis vulgarisation, il y a mon pote Pierre Etchart qui m'appelle et qui me... Donc j'essaye de plus être vulgaire, ni de faire de vulgate, mais de populariser des concepts qui nous sont chers. C'est avant tout l'étude du vivant, donc pas facile à définir parce qu'au niveau scientifique, il n'y a pas un consensus autour de la définition même de qu'est-ce que c'est la vie.
Mais dans cette recherche, un peu abyssale de comprendre ce qui nous entoure et le monde qui nous entoure, j'essaye de, voilà, au moins de populariser, comment on a su ce que l'on sait. Et même si on ne sait pas grand-chose du monde, ce que l'on sait est important et il faut le savoir de nos jours où, dans les canaux de communication sont mélangées, les opinions, les croyances, les vérités, les fausses vérités, ce que l'on sait de plus ou moins établi, et cetera, et cetera, et que c'est d'autant plus important de nos jours, et le prix à payer est fort en termes d'attention et d'énergie et de temps, de développer une autonomie de la pensée. Penser et agir par soi-même, comme le disait Patrice Franceschi, c'est devenu quelque chose d'extrêmement dur à s'accaparer. Il faut vraiment faire un effort de s'instruire soi-même, quoi, hein. Mmh. Donc voilà, ça a été dans cette perspective-là que j'ai fait cette chaîne YouTube et j'ai envie de dire ce qui en a découlé automatiquement, naturellement, ça a été la création d'un centre de formation. Au lieu de faire des petites vidéos toutes par-ci par-là, là, c'est vous rentrez dans un cursus, vous en avez pour 18 mois à minima, Ça a été pensé pour 18 mois, mais il faut vraiment que pendant 18 mois, il faut bien bûcher pour boucler en 18 mois. En général, je pense que les élèves prennent plus 2 ans que 18 mois. Et là, vous êtes formés à des choses qui peuvent sembler disparates, mais en fait sont toutes reliées. Parce qu'on a évidemment la naturopathie qui est assez centrale, mais les techniques de renforcement aussi, les techniques de renforcement physique, mentaux, l'exposition au froid, l'exposition au chaud, la permaculture, le self-défense, des choses qui, on dit mais qu'est-ce que ça fout là? Mais en fait non, la physique quantique aussi. On est obligé, surtout quand on veut devenir thérapeute, d'avoir une vision globale du monde Mmh. et d'avoir la bonne paire de lunettes. Ça peut plus se permettre d'utiliser des termes qu'on maîtrise pas. Et donc voilà, dans la perspective de rendre quelqu'un autonome et de lui donner les armes pour qu'il cultive aussi la solidarité, pour moi, ces matières-là étaient obligatoires. Voilà, pour te répondre, qui je suis, bah, actuellement, je suis surtout le directeur de cette école-là. C'est mon activité principale. OK, super. C'est marrant, ça me fait penser à un prof, au collège qui nous disait tout le temps, «Vous savez, plus vous serez cultivé, plus vous en connaîtrez et moins on pourra vous la faire». Et Et oui. c'est vrai que dans cette optique-là, je te suis entièrement, plus on aura les outils et plus on sera autonome. Finalement, c'est un peu l'autonomisation de la pensée des gens, quoi, ce que tu prêches. Et Tout la prévention, la naturopathie, c'est le terrain sur lequel j'aimerais, aller, vite fait, bien fait, parce que j'aimerais après de parler, d'Hormèse qui est un peu ton cheval de bataille. Tu as fait d'ailleurs une magnifique conférence à ton festival, parce que tu as aussi, créé, avec une équipe, un super festival, qui sera reconduit? Oui, 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 mois de juin 2024. Génial. Oh, j'essaierai de mettre deux trois photos. C'était vraiment, vraiment super cool. Donc, la naturopathie, elle est fondée sur des piliers. Et si on pouvait vite fait passer en revue les piliers de la naturo et quels sont selon toi les principes les piliers les plus importants, peut-être à classer en ordre d'importance, même s'ils sont, tous importants, hein. Mmh. Et quelques principes à respecter, pour déjà avoir deux trois pistes, pour les gens qui nous écoutent. Ouais, alors comme ça, pour aller, comme tu dis, un peu rapidement, mais quand même parler des choses qui sont importantes, tout de suite me vient le causalisme, qui est, le fait de remonter à la cause. Ça nous vient d'Hippocrate, une fois que vous avez trouvé la cause du symptôme, trouvez la cause de la cause et une fois que vous avez trouvé la cause de la cause, cherchez la cause de la cause de la cause. Ça ne veut pas dire qu'il y a une fin, hein. C'est Mmh. justement ça le principe, ça rejoint le primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire, qui est l'apanage des médecins. Et en fait, primum non nocere, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que là, on a un être humain devant nous. C'est la machine la plus complexe, c'est surtout pas une machine d'ailleurs. Je fais bien de dire ça. C'est surtout pas une machine, c'est bien plus complexe qu'une machine. Et quand on est thérapeute, ou même quand on donne des conseils à son voisin, euh, on va mettre les doigts dans un rouage qui est d'une complexité que notre imaginaire et notre intelligence ne pourra jamais englober. Ne pas nuire, c'est super dur. C'est même la mission la plus difficile. Et donc pour ça, essayez avec toute humilité d'observer les symptômes sans les juger. Un symptôme vous arrive, peu importe, un problème de peau, que ce soit une fatigue chronique, que ce soit un truc, des ballonnements, et cetera.
on n'éteint pas le symptôme, c'est ça le réflexe du naturopathe. C'est lui, il tape pas sur la tête du symptôme en se disant qu'il est méchant, il se dit c'est un signal du corps. Le corps essaye de me dire quelque chose. Donc je vais remonter la pelote de laine, pourquoi, comment, d'où ça vient, et je vais essayer de trouver la cause. Évidemment, si on a un problème au niveau gastro-intestinal, on va se dire ah, c'est peut-être ce que j'ai mangé. Bon, ça c'est normal, tout le monde a ce réflexe un petit peu de bon sens de se dire ça. Mais au niveau de la peau, selon les apparitions d'un eczéma, d'un psoriasis, etc., là, par empirisme, le naturopathe, il sait à peu près qu'est-ce qui pourrait être en cause. Est-ce que c'est Mmh. plutôt l'inhumation rénale? Est-ce que c'est plutôt l'inhumation au niveau des intestins, quand elle va à la selle? Donc, et par en fait, cet apprentissage qu'il a eu, le naturopathe, il va savoir décrypter la clinique, en fait, la vieille clinique. C'est-à-dire, on regarde les signes cliniques et on essaye de comprendre d'où ça vient, pour après jauger avec la personne en l'interrogeant sur son quotidien, quelles sont les habitudes qui ont pu donner naissance à cette pathologie ou à ce symptôme. Donc voilà, le causalisme, il est très important. Et après, celui qui me vient en tête, c'est le terme de terrain. Le terrain, c'est essentiel, hein. Connaître le terrain d'une personne, c'est justement que dans toute analyse biologique, que tu prends la biochimie ou tu prends autre chose, tu ne peux jamais étudier un système sans étudier son histoire. Bon. C'est impossible. Tu peux pas savoir. Tu peux pas entreprendre un système complexe, que ce soit de manière complètement abstraite, ou bien que tu sois devant un être vivant, si tu n'as pas toutes les clés de compréhension de son histoire, d'où l'importance de l'anamnèse en naturopathie, qui est véritablement, et en médecine tout court, un moment privilégié avec le client où tu discutes pour décrypter son quotidien. Et là, tu dois avoir un maximum d'informations sur son parcours de vie qui vont te donner l'état actuel du terrain. C'est-à-dire, voilà, sa manière de digérer, elle est fondamentalement liée, par exemple, à son biotope intestinal, à ses antibiothérapies qu'elle a fait dans le passé, à comment elle s'est nourrie, évidemment, durant les 20 dernières années. Est-ce qu'elle est née par voie basse? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc, sans ces informations-là, tu peux pas catégoriser le terrain. Une fois que tu as le terrain, après, Hippocrate, il en avait fait des tempéraments, mais une fois que tu as le terrain, tu vois à peu près quoi lui conseiller pour sa nutrition, pour le mouvement, pour la respiration, et cetera. Et c'est banal de dire ça, mais une personne de 90 ans qui a pas du tout qui peut pas du tout digérer, je sais pas moi, les tomates, parce qu'il y a certains, voilà, molécules antinutritives dedans, tu vas pas lui donner la même recommandation alimentaire qu'un jeune de 20 ans, et cetera. On comprend bien qu'il y a une différence de terrain. Idem pour nos pratiques comportementales. On aime tous les deux le sport. Tu ne te donnes pas un même programme pour quelqu'un de 75 ans et d'un jeune de 15 ans. Ouais. C'est ça. Cette histoire de terrain pousse à l'individualisation et Mmh. donc au fait, en fait que Internet ne sera jamais le monde du conseil. Ouais. Puisque Internet, ça s'adresse à la masse. Et que là, on parle que quand ça touche à la santé, il faut individualiser obligatoirement. Donc c'est mort. Tous ceux qui vous vendent des méthodes sur Internet, fuyez, parce que malheureusement, ça ne peut pas marcher comme ça. Vous êtes votre seul analyste, et si jamais vous sentez vraiment que vous avez besoin, vous ne pouvez pas être autonome par rapport à ça, eh bien, il y a des thérapeutes qui ont été formés à ça. Donc, allez voir un bon thérapeute, un bon ostéo, un bon kiné, un médecin généraliste, un naturopathe, peu importe. Ouais. Mais voilà, donc pour moi, causalisme et terrain sont très importants. Après, on pourrait parler du vitalisme, d'autres choses qui sont un peu plus anciens, mais voilà, ça, c'est pour moi, c'est important. OK, donc ça, c'est une base, sur laquelle se fixer pour ensuite donner des conseils sur, le sommeil, l'alimentation, la gestion du stress, l'hydratation et cetera? OK. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Comme tu as, toi, en tant qu'ostéopathe, la loi de Wolff pour la densité osseuse, tu as la loi de l'artère, qu'il faut toujours prendre en considération. Tu as des grands principes comme ça que tu dois pas oublier. Voilà. Ouais. Finalement, c'est en fait, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que, et d'ailleurs, Pierre, notre ami Pierre Richard que j'aime beaucoup, que j'ai déjà rencontré, que je suis même là déjà allé voir à Bayonne. Et c'est d'ailleurs grâce à lui, entre autres, enfin même en grande partie, que je me suis tourné vers l'ostéopathie, parce qu'il m'a vraiment fait, réfléchir et dans ses conférences, tu sais, avec, Régénère. Et donc il disait qu'il y a les règles et les principes.
que les règles, c'était fixé par nous-mêmes pour nous et que les principes, c'était, la nature, les règles que la nature a fixées pour nous, quoi. Si tu Ça pouvais, s'impose. faire un peu le distinguo entre les 2. Ouais, ouais, c'est très juste. On embrasse évidemment Pierre qui est, en plus d'être un mentor, un ami. Donc, je ne cesserai jamais de le répéter à quel point je lui dois énormément, énormément. Comme toi, il nous fait réfléchir. Et ces Mmh. gens-là qui nous font réfléchir, qui nous donnent pas des vérités arrêtées, ils sont rares et il faut vraiment qu'on en prenne soin. Alors, j'en prends soin en le battant au ping-pong et au tennis, mais, et avec lui. Mais, au-delà de ça, il nous a bien fait mis le doigt sur une chose, fait bien la différence entre les principes et les règles. Les principes, ça s'impose à nous, et les règles, c'est ce qu'on s'impose à soi-même. Point barre. À partir du moment où vous essayez de comprendre les règles d'un autre, et qu'il essaye de vous vendre sa propre règle, ça a peu de pertinence, quoi. C'est-à-dire, Mmh. vous pouvez trouver quelques leçons à tirer, mais pas plus que ça. Par contre, si vous prenez juste le temps d'étudier les principes, après, vous êtes tranquille, quoi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on vous la fait plus. Vous avez le Ouais. pourquoi de la chose, et cetera. Je prends l'exemple du bain froid. Si, c'est très tendance à faire des bains glacés, et cetera, dans les congélateurs à cause des gens comme moi qui l'ont popularisé. Hem, Si, je viens te voir et je dis: «Bah, alors, combien de temps il faut rester? Combien de temps tu restes, toi?» Je te demande ta règle, en fait. Combien de temps tu restes? Et toi, tu vas me dire: «Oh, bah, d'habitude, je reste, 30 secondes, 1 minute. Ah OK, ah, je vais rester 30 secondes, 1 minute. En le faisant et en appliquant ta règle, je vais avoir un petit retour d'expérience sur moi-même, expérimenter le truc, OK, pourquoi pas. Maintenant, apprendre le principe du bain froid, ça veut dire apprendre que peu importe qui se plonge dans le bain froid, il va y avoir une vasoconstriction, donc les capillaires sanguins vont se refermer, et cetera. Il va y avoir sécrétion de catécholamine, adrénaline, et cetera, machin, et possiblement du cortisol, hein, pour médier ce stress intense. Et ça, c'est un principe qui s'applique à nous. C'est-à-dire, tu mets un corps humain dans un bain glacé, il va se passer ça. Mmh. Plus ou moins variation d'un individu à l'autre, mais il va se passer ça. Ça s'impose à nous. Une fois que tu as établi ça, que tu as compris ça, tu vas voir que, ah bah, si, il y a une évaluation de cortisol et que c'est un événement stressant pour le corps. Peut-être que moi qui suis déjà hyper stressé et fatigué au bout du rouleau, fatigue chronique, ben franchement, je vais le mettre de côté pour l'instant. Mmh. Je vais plus m'orienter vers les techniques de relaxation. Peut-être, tu vois? Et là, je m'invente ma propre règle parce que j'ai compris le principe. Ouais. Et la nutrition, c'est pareil. Si tu apprends qu'est-ce que c'est des protéines, des lipides, des glucides, des antioxydants, les vitamines, et cetera, après tu te fais toi-même ton assiette. Mmh. Mais si tu essayes de copier, de la diète cétogène, de ton voisin, bon, bah, tu vas t'obliger à t'imposer un truc que tu comprends pas et ça va marcher, ça va pas marcher, le retour sur expérience est beaucoup moindre et encore une fois, on développe pas l'autonomie. Ouais. OK. Ouais, je vois le truc et du coup, les principes de l'alimentation pour toi, parce Mmh. que c'est vrai que l'alimentation, c'est un vaste, vaste sujet et moi, ce qui m'a toujours perturbé, c'est, j'adore lire les témoignages parce que je trouve que c'est, je trouve que ça, ça pas ça motive, mais ça nous permet de nous rendre compte de la possibilité d'un changement d'alimentation, par exemple, tu vois? Et j'ai toujours été, surpris de voir, par exemple, chez les gens qui passent à un régime végétalien, donc sans produits animaux, il y a autant de transformations incroyables que de destruction et les gens qui sont sur les diètes carnivores, par exemple, où pareil, il y a énormément de témoignages bénéfiques et aussi de la destruction et du coup, de regarder un peu les 2 qui prêchent l'une contre l'autre, c'est assez intéressant et j'aimerais avoir selon toi, les principes pour toi qui soutiennent Mmh. l'alimentation. Ouais. En fait, les principes sont les mêmes, c'est les principes du vivant et c'est le seul truc, c'est que dans la nutrition qui est un domaine très émotionnel, on n'a Mmh. pas encore intégré les révolutions physiques qui sont passées. C'est pour ça qu'on met un peu, comment dire? Sur le devant de la scène, notamment avec Pierre, la physique quantique et des révolutions qui se sont passées, dernièrement. Dernièrement, j'entends les 100 dernières années, hein, ça fait quand même un moment. Mmh. Qui en fait, surtout par rapport au cubisme, le cubisme, c'est pas l'art pictural, ça s'écrit, QU, BISM. Le cubisme porté par Michel Bitbol et d'autres, hem, ont mis f essaye de mettre fin au paradoxe en fait de la physique quantique où, on comprend pas pourquoi quand un observateur fait une mesure, ça perturbe, l'événement.
C'est-à-dire, Ouais. à notre échelle, on peut pas l'expliquer ça. Ça nous paraît complètement fou. Quand je regarde mon verre, c'est pas parce que avant que je le regarde, c'était mon verre, c'est pas parce que je le regarde qu'il a changé, quoi. Et ben, à l'échelle corpusculaire, à l'échelle, atomique et subatomique, le fait qu'on observe quelque chose change le résultat. Comment ça se fait? Et en fait, le cubisme essaye donc de dire: «Beh, écoutez, heu, prenez conscience, heu considérons en fait l'action comment dire? De l'observateur comme en fait, heu, une intrication, comme dans une toile d'araignée. Il faut vraiment voir ça comme une spatialisation, hein, ils emploient souvent ce mot. Depuis Einstein, l'espace et le temps sont intriqués avec l'énergie et la masse. Donc, c'est très complexe de se le représenter à notre échelle, surtout avec notre imaginaire. Mais, le fait que, je sois incarné dans le monde, modifie le monde. Et le fait que je fasse une mesure modifie, hem, la matière, d'une certaine manière. Je prends des raccourcis, s'il y a des physiciens qui me regardent, ils vont me taper sur les doigts. Mais c'est un petit peu ça l'idée. Ouais. Et donc, c'est la mort du dualisme, c'est la mort de l'objectivisme. C'est-à-dire, quand on dit: «Je vais essayer d'être objectif», impossible! Ouais. Il n'y a pas d'objectivité dans un regard. Vous portez un regard sur le monde qui est forcément vu par votre propre paire de lunettes, vos propres théories, vos propres a priori, et tous les 2, on voit sans doute la couleur bleue qui est derrière moi, d'un bleu un peu différent. Moi, je le vois Mmh. d'un bleu, toi, tu le vois d'un autre bleu qui est peut-être un peu plus vert, et cetera. On Ouais. est tous comme ça biaisés, et penser qu'on peut s'extraire pour regarder la nature d'un point de vue objectif, c'est avoir toujours une pensée duelle. Il y a le sujet et l'environnement. Et avec cette mentalité-là qu'on se trimballe depuis longtemps, hein, depuis la Grèce, on en arrive à la nutrition. On va regarder en fait l'assiette et le contenu de l'assiette comme quelque chose où l'être humain qui va la manger n'est pas du tout pris en compte dans l'équation. Mmh. Si tu te dis c'est un être humain qui pense et qui a une idée de ce qu'il y a dans son assiette, et que l'idée qu'il se fait de son assiette va influencer la prise de poids, la prise musculaire, la fait de perdre du poids, de se sentir bien, de bien digérer, bah ça change toute la donne en fait. Parce que Ouais. quelqu'un qui est triste, qui se dit en plus: «Ah, ce que je mange, c'est de la merde, il n'y a rien dedans, j'ai acheté ça au McDo, machin, pourquoi je Ouais. mange ça?» et qui mange déprimé, mais je peux t'assurer qu'il va prendre beaucoup plus de gras, il va faire beaucoup plus d'hormones du stress, il va et cetera, et que sa digestion va être catastrophique, versus quelqu'un qui est entre potes, Ouais. qui interagit, tu vois, dans une ambiance, agréable, et qui se dit: «Ah, je me suis envoyé à la salle et puis là, j'ai mangé des protéines», et peu importe la narration qui s'envoie dans la tête, que ce soit vrai Mmh. ou pas vrai, peu importe. L'effet placebo derrière, il est colossal, et Mmh. donc tu as pas du tout la même, réaction biochimique interne. Donc on a retiré l'être humain de l'équation pour observer le monde, et on essaye a posteriori de le remettre après pour essayer de comprendre pourquoi l'être humain réagit comme ça, tu vois? Donc on s'y prend très mal de base. Ouais. Faut pas Mmh. considérer la nutrition en tant que telle. Faut considérer encore une fois le terrain de la personne en relation avec la nutrition, avec tout ce que ça implique de aussi narration interne. Donc voilà, moi les fondamentaux de la nutrition commencent par ça. OK. Qui mange? Ça commence par qui mange, et pas qu'est-ce que je mange? Qui mange? Ouais, c'est génial ça. Ouais, c'est obligatoire. Et donc, encore une fois, c'est la mort de tous les programmes en ligne. C'est-à-dire, fini, finito, quoi. On ne Ouais. parle plus de programmes en ligne, au niveau de la nutrition. D'abord, quelle est l'idée que je me fais de moi-même? Pourquoi je veux perdre du poids ou prendre du muscle, peu importe, hein? Ça déjà, si tu veux démêler ça, généralement, chez une personne, c'est très loin. Mmh. Est-ce que je le mérite? Comment je m'estime, et cetera? Et quelle est l'idée que je me fais de la nourriture? Est-ce que c'est une compensation émotive, tout ça? Et après ça, une fois que tout ça c'est bien au clair, tu t'intéresses à les macronutriments, les micronutriments, les sources. Est-ce que c'est du bio? Est-ce que c'est du label rouge? Ouais. Heu Manger les organes des animaux plutôt que les muscles, est-ce que c'est intéressant? Tous les points de détail qui font débat sur internet, alors qu'ils s'intéressent pas du tout, encore une fois, à qui mange, heu, bah là, tu peux t'y intéresser, mais ça devrait arriver tard dans l'histoire, ça devrait arriver tard, tu vois? Ouais, ouais. Et donc, pour moi, c'est pas du tout étonnant que des véganes aient les mêmes résultats que des carnivores. Mmh. Parce qu'encore une fois, ça dépend de la personne. Si Ouais. la personne se dit:
voilà, je sais pas, elle fume, elle boit, elle a une hygiène de vie catastrophique, elle se met, et cette personne A, tu la mets sur un régime végan où elle fait attention à tout et la nourriture est hyper bonne et surtout, elle se dit que ça va être bon pour elle, ça va marcher. Et si elle fait la même chose en se disant, pour le carnivorisme, elle se dit: «Manger que de la viande, c'est super, il y a pas de processus inflammatoire, pas de molécules inflammatoires dans mon alimentation et cetera. J'aurai pas d'intolérance et cetera, ça va marcher pour moi». Je suis sûr que la personne, elle obtient des résultats fabuleux, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Bah, Donc le côté mindset, est hyper, hyper bien important. sûr, bien sûr. OK, OK. J'ai jamais entendu parler du cubisme. Je me suis noté ça, je vais regarder. Alors Attends, imagine là que la personne, elle s'est, posé la question du qui mange, enfin, sur elle-même, tu vois? OK, bon, bah, je vais manger dans des bonnes conditions, je me suis posé plein de questions sur le pourquoi et cetera. Sur le quoi, est-ce que tu as 2-3 gros piliers, principes? Je sais que tu aimes pas aller sur ce terrain-là, mais tu vois, vraiment, des règles enfin, des principes de base hyper simples que tout le monde pourrait, commencer à suivre? mais bien sûr et j'adore en fait aller sur ce terrain-là, De une fois que les bases ont été posées, tu vois? Moi, le problème, c'est que quand on court-circuite le truc et qu'on me demande déjà directement le quoi, tu vois? ouais. Tu as très bien fait, alors c'est qui, après c'est Mmh. comment, c'est-à-dire, dans quelles conditions, est-ce que tu mastiques bien et cetera et après vraiment véritablement c'est quoi et dans le quoi, ah bah, moi je vais être très, brut de décoffrage, je vais être comme le Julius, voilà. Faut que ce soit brut. C'est-à-dire tout ce Ouais, qui sort d'un sachet plastique, out, on oublie. Il faut que soit ça sort de terre, soit ça tombe d'un arbre, soit ça vole, soit ça court, soit ça nage, hein, comme ouais, disait Charles Poliquin. Tu manges ça, quoi. ouais, Tu manges des, végétaux et des animaux. Bon, à partir de là, légumes, fruits et produits animaux, tu t'attaches à ce que ce soit d'une super bonne qualité. Et moi, ce que je mets peu, voire pas du tout dans mon alimentation, ça va être tous les produits céréaliers, donc toutes les OK. céréales. Heu, pour mon terrain, ça passe pas. J'ai été en surpoids quand j'étais jeune et je sais que Mmh. si je mange du riz, du blé, de l'avoine un peu trop souvent dans la semaine, je prends facilement et je digère pas bien. Ça me pèse. Donc ça, heu, j'ai tendance aussi, parce que c'est moi, à ne pas le recommander chez les personnes que j'accompagne, pour voir si ça passe mieux et généralement ça se passe plutôt pas mal. Voilà, produits laitiers pas, ou très peu, ou anecdotiques quoi. Tu vois là, il y a des potes qui sont venus à la maison, Slim, Steve, tous les potes quoi. Ils sont venus à la maison cet été. Bon, bah, ils voulaient voir les produits du coin. Moi, j'habite dans les Hautes-Pyrénées, tu as des fromages partout. On a Ouais. mangé du fromage. Bon, voilà, c'est bien passé. On était entre potes, on rigolait, voilà, tout était là pour que ça se passe bien et ça s'est très bien passé. Mais pareillement, je sais que c'est comme les céréales, si j'en mange régulièrement, tu vas avoir des petits problèmes de peau qui vont sortir et des ballonnements et de mauvaise digestion. Donc mes assiettes, et les assiettes de mes clients, hein, c'est vraiment ça, hein. La base, ça va être, du poisson, de la viande, beaucoup d'abats, moi j'aime beaucoup les abats. Ouais. Pour le coup, je ressemble beaucoup à Julius, hein, quand on mange ensemble, c'est vraiment Ouais, c'est vrai. la cervelle, tout ce que vous voulez, tout ce que personne ne mange et qui coûte pas cher, bah, on prend. Et légumes, fruits, quoi, hein, voilà. OK, super. Bah, écoute, merci pour ces voies d'exploration. Je t'en prie. Alors, ton cheval de bataille, c'est Ah, l'hormèse, c'est le stress de nos jours, quand on parle de stress, c'est tout de suite enfin, moi, quand je parle de stress dans mon entourage, c'est tout de suite mauvais, tu vois? C'est le mot: «Ah, stress, c'est pas bon, c'est la maladie du siècle» et cetera. J'aimerais ton point de vue par rapport au stress. Est-ce qu'il y a plusieurs stress qui existent? C'est quoi la différence entre tous ces stress? Est-ce qu'il y en a des bénéfiques? Est-ce qu'il y en a des voilà. ouais, tu raison, quand on parle d'hormèse, c'est le premier point, le distinguo à faire. Parce que rien que tu vois, dans la formulation que tu as faite, l'hormèse, tu me dis, voilà, c'est ton cheval de bataille, c'est le stress. Eh non, Mmh. perdu, out. Ouais. L'hormèse, c'est l'amélioration. Ouais, C'est le renforcement d'un système. Alors, pour le renforcement du système, c'est une surcompensation positive suite à un stress, ouais, tu suite à un raison. état de stress. Et là, se fait toute la différence parce que, beaucoup de gens après vont se mettre dans un bain froid et dire: «Ah, je fais de l'hormèse». Non, tu fais un bain froid. Si tu m'as pas prouvé qu'il y a eu une amélioration dans le temps, tu m'as pas montré de l'hormèse.
Voilà, c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que l'hormèse, ça vient de la toxicologie, on mettait des petites doses de poison sur des levures, ça les faisait proliférer, mais c'est parce qu'on a vu que les champignons proliféraient, on s'est dit: «C'est il y a une amélioration». On s'est pas Ouais. du tout dit, c'est le poison. Alors, on s'est pas intéressé au poison, on s'en foutait du poison. Nous, on s'intéressait au fait que les levures grandissaient. Et donc, pour votre, système hormonal, nerveux, cardiovasculaire, votre système musculaire, voilà, c'est la surcompensation que connaissent les bodybuilders. Ils grossissent plus de muscles au fur et à mesure du temps et de l'entraînement. Donc, c'est choquer l'organisme par un événement stressant. Alors, événement stressant, ça peut être mental, ça peut être physique, peu importe, afin qu'il crée une amélioration. Ok. Et si il y a amélioration, on dit qu'il y a hormèse. Mais on ne peut pas rattacher l'hormèse uniquement à l'événement stressant. C'est ça le Oui. truc. Non, c'est Donc, vrai. ouais, ouais, c'est pas facile à comprendre parce que généralement, sinon, on se coincer les doigts dans une porte, c'est de l'hormèse, tu vois. Voilà, Ouais. on est- Euh, et ta question précisément sur l'hormèse, tu voulais que je Ouais. développe ouais. Bah, du coup, c'était par rapport aux stresseurs. De nos jours, on Oui, parle beaucoup de stress. Qu'est-ce que tu en penses du stress, du mot stress, etc. oui, oui, bah, là encore, on en revient toujours à la sémantique. Il faut redéfinir les termes pour que les termes soient clairs et qu'on ne parle pas de choses différentes. Euh, Quand je dis stress, certains comprennent un événement stressant, Mhm. d'autres comprennent la réaction du corps. Donc déjà, là, on est mort, parce qu'on parle de deux choses différentes. Par exemple, je vais continuer le bain froid. Autant, moi, pour moi, je ne l'ai jamais fait, c'est la première fois que je le fais. Toi, par contre, voilà, t'es aguerri, tu fais souvent des bains froids. Pour toi, ça va pas du tout être un événement stressant, et pour moi, je vais le percevoir comme un truc terrible, tu vois, un événement stressant. Ok. Donc, ma réaction de stress, la réaction de stress, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ok. L'état de stress va être beaucoup plus fort à l'intérieur de mon organisme que toi, qui as l'habitude de faire des bains froids et qui va t'acclimater au froid très rapidement. Mm. Donc, à événements stressants identiques, deux réactions de stress différentes. Déjà, ça c'est important de le comprendre. Donc, le stress, c'est interne. L'événement qu'on appelle le stressor en anglais, stresseur, c'est extérieur. Et les gens, au quotidien, quand ils parlent de stress, en fait, ils parlent des stresseurs. Ouais. Très souvent. Ils parlent de mon patron, c'est le stress, quoi. Il me stresse. Mais ils englobent dans mon patron, il me stresse, le patron, qui est un stresseur, et leur état interne. Et donc, sur ça, il faut jouer. Il faut savoir sur quoi on joue. Est-ce que, après, par rapport à ça, tu veux jouer, tu as un levier d'action sur le stresseur externe, ou est-ce que tu essaies de te calmer intérieurement? Parce que tu as vraiment le choix, hein. Soit tu te dis: «OK, mon patron, je vais plus y penser, je vais faire une technique de respiration, zen, et cetera». Ou bien, deuxième solution, et là ça rejoint ton cher Carl Friston que tu aimes tant, soit tu changes ton interprétation des choses, soit tu changes l'environnement. Tu vas voir ton patron et tu dis: «Bon, bah, il faudrait que ça cesse, quoi. Vous êtes odieux, je me casse, je vais démissionner, on arrête là», et cetera. Et donc là, tu soulages, tu désamorces l'environnement qui, par répercussion, va faire diminuer ton état de stress. Ok. Tu vois? Et donc, rien que par ce distinguo-là, tu donnes plus d'autonomie aux gens parce qu'ils savent: «Est-ce que je peux agir sur le stresseur? Bah, ou pas? Ou est-ce que Ouais. ou ça me vient vraiment de mon interprétation des événements?» Et là, bah, il faut que je me calme parce que c'est comme, voilà, les gens qui voient une petite araignée et qu'ils ont peur, bon, bah, l'événement stresseur, il est pas gros, pourtant ils ont une attaque de panique, mais faudrait que je travaille sur moi-même. Je vais pas tuer toutes les petites araignées, et puis les araignées, elles rentrent dans ma maison que je le veuille ou que je le veuille pas, donc je vais pas pouvoir maîtriser la chose. Donc ça, je peux pas le maîtriser. C'est pas comme mon patron, je peux pas lui parler à l'araignée, quoi. Donc, je vais aller voir un thérapeute qui va m'aider sur mon traumatisme de l'arachnophobie. Voilà. Donc là, voilà. Comment voir le stress? Déjà, c'est faire le distinguo entre stresseur externe et le stress interne. Après, il y a donc une histoire de temporalité qui est très importante à prendre en compte entre le stress, donc là je parle bien de l'état interne, aigu, et le stress chronique. Ok. Et c'est par rapport au stress aigu qu'on va aller chercher l'hormèse, c'est-à-dire il faut que ce soit aigu, j'entends, ponctuel et puissant, donc c'est court mais intense, donc ça s'éternise pas dans le temps, c'est-à-dire je rentre dans le bain froid, je sors. Et j'essaye de voir si c'est la dose juste pour que mon corps s'améliore. Ouais. Donc il résiste de mieux en mieux au froid, etc. Pareil pour les gens qui font du bodybuilding, encore une fois, ou du sport.
ou un marathonien ou quoi, il court pas toute la journée. Mais il sait que pour progresser au marathon, il va falloir qu'il court entre 1 à 2 heures par jour, ou quelque chose comme ça. Je dis des chiffres au hasard, mais c'est à peu près ça. Quelle est la Ouais. dose de stress pour qu'il y ait une progression dans le temps? Et versus un stress chronique, et là, c'est malheureusement ce qu'on connaît de nos jours, c'est: je m'angoisse pour l'avenir un peu tout le temps, je dors mal tous les jours, il me manque toujours une demi heure, 1 heure de sommeil, et il s'installe dans mon organisme un état de stress toute la journée H24 qui là, à cause, donc des hormones du stress chroniquement élevées, comme le cortisol, vont avoir des effets, immunosuppresseurs, vont empêcher les hormones thyroïdiennes de fonctionner, et cetera, et Ouais. cetera. Donc là, voilà, un autre distinguo à faire important, c'est stress aigu, stress chronique. Voilà. OK. OK. Et dans le stress ponctuel, comment est-ce que tu as des indicateurs, alors soit physiologiques, soit dans notre quotidien, des indicateurs qui montrent que soit on reste dans le stress ponctuel et ça n'affecte pas notre, comment dire? Est-ce que tu pourrais me donner des symptômes d'un stress qu'on pense, nous, ponctuel, mais qui se chronicise et je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis novice et je me dis: «Ça y est, c'est parti, je veux faire de l'hormèse, donc je vais me mettre dans des situations, stressantes, que je pense ponctuelles, mais qui, pour moi, pour ma capacité adaptative, sont trop forts». Ouais, Symptômes. ouais, ta question est extrêmement importante et extrêmement juste, parce que c'est, le point central. En fait, c'est son écoute, sa propre écoute et sa propre analyse. C'est pour ça que, pour moi, quand on rentre en thérapie, que ce soit avec un ostéo, un naturo, peu importe, un médecin généraliste, peu importe, il faut vraiment que ça s'accompagne d'une introspection régulière. C'est-à-dire, je change mon quotidien, il faut vraiment que je m'observe moi, par rapport à mes schémas de pensée et comment ça bouge aussi au niveau du corps. Donc, prenons je pourrais prendre n'importe quel, exemple, mais l'exemple du jeûne intermittent, il est quand même assez frappant parce que c'est très tendance de nos jours. Le jeûne intermittent, donc classiquement, le 16-8, je saute le petit déjeuner, je mange plus le matin, alors qu'avant je mangeais le matin. OK. Pour le corps, au début, ça va être un stress parce Mmh. que il a une chronobiologie, il a l'habitude de manger à 7 heures du mat. Tout d'un coup, je lui donne plus rien. Donc on va se percevoir la faim, il va se dire: «Eh oh, d'habitude ça arrive, là ça rentre plus». Donc état de stress et un état de voilà, de famine qui est ancré en nous de: on doit chercher notre propre nourriture, on doit survivre, quoi. Donc on va avoir élévation des catécholamines, encore une fois, noradrénaline, adrénaline, cortisol et d'autres hormones pour nous augmenter notre vigilance et augmenter notre propension à aller chercher de la nourriture. Et c'est pour ça que les premiers temps dans le jeûne intermittent, on est vachement sharp. On a l'esprit qui est clair. On dit: «Waouh, j'ai l'impression d'avoir bu un café, je me sens je suis réveillé alors que j'ai rien mangé et je peux faire plein de trucs, et je suis à fond dans le travail, j'ai des idées», tu vois? Et donc les gens deviennent, vraiment accros à cette sensation-là. Le problème, c'est qu'on a un système nerveux qui est plastique. Donc Mmh. il va s'adapter à cette nouvelle tendance de ne pas manger le matin et donc ce qu'il prenait au début pour un stress, c'est devenu la normalité. Donc il répond plus par de l'adrénaline et du cortisol et cetera. Donc ça redevient un matin normal, quoi. Et là, bon, qu'est-ce que je fais? Je veux retrouver cet état d'esprit sharp et si je m'écoute pas et si je comprends pas, encore une fois, les grands principes, je vais pas pouvoir m'appliquer la bonne règle. Et généralement, moi, tu m'as demandé, est-ce que j'ai des petites astuces pour repérer, voilà, quand ça commence à déraper ou quoi, les gens qui commencent leur mèse ou quoi. Là, généralement, c'est ce qu'avait dit Charles Poliquin, d'ailleurs, quand vous abusez du jeûne intermittent, généralement, vous commencez à abuser de la caféine ou de la théine, des excitants et même des douches froides. C'est-à-dire, tu veux retrouver le rush d'adrénaline que tu avais eu les premiers temps du jeûne intermittent par de la caféine, par du thé, par, du froid, un truc intense le matin qui te met dans cet état de: «OK, je suis opérationnel, let's go, envoyer la sauce». Et ça, on y est accro, hein, on aime cette sensation de sentiment de puissance, quoi, tu vois? Donc ça, pour moi, la personne qui me dit: «Ah, j'adore le jeûne intermittent, par contre maintenant je bois 5 cafés le matin», ah moi, c'est dit: «Ouais, il y a un truc». Ouais, j'y étais aussi. Ouais, il peut pas, hein, j'y étais aussi, hein, et moi, c'est mon repère perso. C'est-à-dire, Ouais, OK, si tu commences à dévier du côté caféine à mort comme ça, c'est que tu ouais, manges pas assez le soir, ou dans ta journée, tu as pas assez de portions caloriques, tout simplement. Donc en termes de quantité, tu manges pas assez.
Et ton Ouais. corps, il sent bien que c'est pas bon. Sinon, tu aurais une satiété qui serait, bonne le matin, tu serais bien avec toi-même et tu aurais pas besoin de comme ça. Ou bien, il y a des trucs dans ton quotidien qui t'angoissent un peu, qui te titillent au niveau mental, tu vois? Qui font que tu as pas envie de rester dans une matinée qui est douce, où tu es beaucoup dans l'introspection et cetera, parce que tu vas retomber dans ces pensées-là que tu aimes pas trop et tu préfères te sortir de l'instant présent par la caféine qui te projette dans les voies dopaminergiques de: «Je fais des plans, je travaille et cetera et je suis occupé, quoi. Je m'occupe». Je préfère m'occuper qu'être préoccupé, tu OK. vois? Donc je comble les silences et ça, voilà, cet abus de la caféine pour moi, il est assez remarquable par rapport à ça. Hem, Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport aux autres pratiques de l'hormèse? Les bains froids aussi, les bains froids où, au bout d'un moment, bah, c'est un peu la même chose en fait, hein. On s'en sert de ce rush interne en biochimie, hein, encore une fois, de ces hormones, de ces neurotransmetteurs, pour nous faire shifter de mode de pensée et ne plus trop voir les problèmes qu'on a au quotidien. Ouais. Et je vois ça chez les personnes qui, au bout d'un moment, se font plus de mal que de bien. Et c'est comme les personnes qui s'entraînent trop. Hein, je suis le premier, tu vois, à tout le temps vouloir m'entraîner parce que c'est aussi un kiff intégral, mais tu vois bien que si tu t'entraînais moins en fait et que tu te reposais plus, tu aurais plus de progression. Mmh. Tu vois? Donc voilà, il faut faire preuve de sagesse et savoir s'écouter, par rapport à ça. Et les bains c'est un petit peu la même chose aussi. Donc OK. voilà. Heu, Super, merci beaucoup. Tu as soulevé un lien, j'ai plein de questions là qui me viennent en tête, mais tu as soulevé un truc là qui est hyper important dans la loi de l'Hormèse et qu'on oublie souvent et tu as dit: «Si je me reposais plus, j'aurais de meilleurs résultats» et l'importance dans la loi de l'Hormèse du repos et elle est primordiale puisque finalement sans repos, ça devient un stress chronique parce que notre corps, il a pas le temps de récupérer et cetera. Toi, comment est-ce que tu vois le repos? Est-ce que c'est uniquement du repos passif? Est-ce que tu fais du repos actif? C'est quoi le repos pour toi? Et l'importance du sommeil? Je mmh. pense qu'en plus, j'ai vraiment envie de parler de sommeil avec toi parce que c'est un sujet sur lequel je bosse en ce moment et j'ai un peu de retard d'ailleurs sur sur mes vidéos sur le sommeil. Mais l'importance, voilà, du sommeil et du repos dans tout ça, pour toi? C'est fondamental, hein. Fondamental. Alors, par où prendre le bon bout? Alors, en 1977, il y a eu un prix Nobel qui s'appelle Ilya Prigogine, qui a eu son prix Nobel pour les structures dissipatives. Ça aussi, c'est une grande lecture qu'il faudrait que tu fasses. Hem, Surtout toi, futur ostéopathe. Les structures dissipatives, donc il a prouvé en biochimie que, loin de l'état d'équilibre, on un système pouvait trouver une nouvelle configuration plus stable et plus pertinente et plus efficiente qu'à l'état d'équilibre. Mais passé un certain seuil critique. C'est-à-dire, il prend un mélange où il met, tu pourras voir sur internet certaines cellules comment ça se matérialise, mais ils font un mélange avec de l'argent, des matières grasses, et cetera, sur une plaque chauffante et ils font chauffer le truc. Et au début, c'est complètement chaotique. Tu vois, ça chauffe, ça gagne en degrés, ça gagne en degrés, ça bout un petit peu, mais ça ressemble à rien. Et et on sent qu'on bascule à un moment, ça passe à un seuil critique de température, et là, tout d'un coup, tu as des structures, on dirait des petites cellules qui se forment, et c'est tout beau, quoi. C'est comme quand tu vois un cristal de glace se former. Tout d'un coup, c'est bien structuré. Mais avant ça, c'était l'anarchie. Donc loin de l'état d'équilibre, on trouve une configuration qui est plus efficiente pour le système. Et c'est ce qu'on trouve aussi à notre échelle dans l'hormèse. C'est-à-dire, l'hormèse, on s'est rendu compte, par exemple pour le bain froid, que, tout ce qui est amélioration, donc le brunissement des graisses, avec plus de mitochondries, et cetera, arrive généralement vers 13 degrés, quand l'eau est à 13 degrés et qu'on reste un certain temps. Donc il faut que ce soit plus froid que 14 degrés. Et avant 14 degrés, c'est comme s'il y avait presque rien. C'est 0 ou 1, tu vois? Tu passes un seuil critique et tout d'un coup, l'organisme, il se réorganise et il est beaucoup plus efficient. Et ça, c'est fort, tu vois? Mmh. C'est fort et ça nous renvoie au fait que, pour que s'intègre ce moment d'amélioration-là,
il faut sortir de cet état de stress. C'est-à-dire il faut pas rester, faut pas laisser la soucoupe dont je vous ai parlé tout à l'heure, le mélange à 300 degrés. Il faut le refroidir pour qu'il revienne et que ça s'installe comme une nouvelle norme, en fait. Et le corps humain, il fonctionne comme ça. On va pas, le but du jeu, c'est de pas rester toute la journée dans le bain froid, c'est de connaître le bain froid, d'envoyer le signal et de donner l'information au corps, le faire sortir du bain froid, et que lui, il intègre tout ça. Il intègre, il intègre, il intègre. Et comme dirait Nassim Nicolas Taleb, la nature, si l'humain livre son dernier combat, la nature prépare le prochain. Mmh. Votre corps, il va se dire: «Et si on reconnaît, si jamais cette situation revient dans le futur, comment on va réagir?» Il faut qu'on se prépare à ça. Autant on va revivre la même situation et surtout, autant on va vivre pire. Mmh. C'est pour ça qu'on est toujours capable de soulever des charges plus lourdes que la veille. C'est que s'il n'y avait pas d'amélioration, on soulèverait toujours la même charge dans la salle de muscu. Et Mmh. en fait, avant de faire un record, un PR, tu vois, sur ton développé couché, soulevé de terre, je sais pas, avant de le faire, tu es déjà capable de le faire. Parce que si tu pas capable de le faire, tu l'aurais pas fait. Donc, Ouais. avant de le faire, ce qui était impossible sur ton carnet de notes, en fait, c'est déjà possible. La nature t'a déjà donné les armes pour que ce soit faisable. Donc, l'intégration pendant le repos, elle est tout sauf passive. Ouais. Les processus de reconstruction et d'intégration, se reposer, ce n'est pas rien faire. C'est ça qui change la donne. C'est transformer l'idéologie que l'on a du repos et du sommeil comme des choses qui sont passives, où il ne se Ouais. passe rien. C'est-à-dire, et c'est difficile parce que dans notre langage, on dit souvent: «Oh, aujourd'hui, j'ai rien fait». Ça veut dire: «Je me suis installé sur mon canapé et j'ai lu» ou tu vois, j'ai pas bougé, quoi. Mais en fait, non, tu as pas rien fait. Il s'est passé même souvent plus de processus dans ton corps au repos. Parce il a intégré tout ce qui s'est passé les jours précédents où tu as tiré sur la corde et tu t'es crevé, et il est en train de faire tous les changements, en fait. C'est le moment où il prend les plans et il construit les murs. Voilà, et où il reconstruit, et cetera. Et voilà, c'est comme quand une tornade passe dans un village de Californie, là, une ville de Californie, où certes, le moment de la tornade est terrible, Ouais. mais une fois qu'elle est passée, toute la reconstruction, vous imaginez l'énergie qu'il faut là. Et pareil, l'énergie, c'est pour ça, c'est important de prendre le temps aussi de définir ce que c'est l'énergie. Est-ce que toi, tu sais Ouais. ce que c'est l'énergie, tu vois? Si je te pose la question. Ouais, c'est une bonne question, l'énergie. Je sais pas. J'ai pas de réponse là toute faite. Le C'est seul truc ça. vas-y. Non, 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 c'est important parce que c'est un terme qu'on utilise tout le temps. Tout le Mmh. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là encore, il faut encore rendre hommage à notre cher Pierre Etchart, tu vois, qui met tout le temps le doigt sur l'importance des mots que vous utilisez. Vous Mmh. utilisez des mots et vous avez même pas fait le taf d'aller étudier d'où sont nés ces mots-là. Mmh. L'énergie, c'est une mesure quantifiable d'un changement d'état. C'est une mesure qui, quantifie le fait de passer d'un état A à l'état B d'un système, et c'est tout. Et ça, tu vois, quand on dit, «J'ai besoin d'énergie», quand je me mets, je touche les arbres ou je suis dans la nature, je me charge d'énergie, en fait, les gens, ils savent pas du tout de quoi ils parlent. Enfin, ils parlent de choses, tu vois? Ils ont l'impression de voir un flux, vital qui rentre en eux, tu vois? De lumière ou quoi. Mais alors dites flux, dites autre chose, mais dites pas énergie, parce que vous savez pas ce que c'est l'énergie. Et vous vous faites une idée de ce que c'est, et sans doute votre voisin, quand vous lui dites ça, il voit pas du tout ça. Lui, il voit l'énergie électrique, tu vois. En fait, l'énergie, c'est juste qu'on quantifie, donc on utilise, tu vois, la même manière qu'on utilise les kilogrammes et les centimètres, on quantifie ce qui est nécessaire pour transformer le système dans l'état A dans l'état B. Et vous, donc, nous, les systèmes vivants, quand on se repose, on change. Et comme il y a un changement d'état énorme, on utilise vachement d'énergie quand on Ouais. change. Alors que quand on se repose et qu'on se met sur un canapé, on pense: «Mais j'ai pas du tout utilisé d'énergie, quoi, j'ai rien fait». L'énergie qu'il faut pour prendre de la masse musculaire, perdre du gras, ce que vous voulez, rétablir les hormones, et cetera, ce changement d'état-là, c'est une utilisation d'énergie, Ouais. hein. Le kilocalorie, ce que vous mangez dans votre assiette, c'est pour permettre un changement d'état. Ouais.
Euh, donc, c'est important de se rappeler toutes ces formulations-là, comme le terme d'information d'ailleurs, quoi. Il faut, tout le monde utilise le terme d'information, mais pareillement, la théorie de l'information de Claude Shannon, personne ne l'a lu, ça. Et c'est né de là, tu vois. Et on a besoin d'une interface pour qu'il y ait une information, enfin bref. Et donc, ça remet le repos et le sommeil dans un tout autre plan. D'un coup, on a un regard différent par rapport à ça et à son importance. Et donc, moi, je vois bien, et tout le monde l'a expérimenté, que si je dors pas bien, ou plutôt, si je dors pas bien, c'est terrible, c'est clair, mais plutôt, les jours où j'ai bien dormi, et là, on se dit, mais punaise, mais je peux casser le monde, là. Ouais. J'ai une énergie de dingue, quoi, c'est pas possible. Les autres jours, en fait, je dors pas bien, tu vois. Et quand on connaît ça pour la première fois, qu'on on n'est plus voilà, dépendant de caféine ou d'autres stimulants, qu'on a une vraie énergie, on dit, ah ouais, en fait, j'avais complètement fausse route depuis le début, quoi. Et moi, voilà, je fréquente aussi les clubs de sport, CrossFit, etc. Et CrossFit, la caféine est forte, tu vois, dans le CrossFit. C'est vraiment partout, quoi. Tu as même une marque qui s'appelle Kilo and Caffeine. Kilos and Caffeine, tu vois. Je soulève des kilos, je bois de la caféine, tu vois. Et tout le monde a ce t-shirt-là, tu vois. Donc en plus, c'est très américain. Donc, tu arrives au CrossFit une demi-heure avant, tu bois le café avec tout le monde, tu vois. Et je tends toujours l'oreille quand je parle avec les amis du CrossFit. Et combien me disent ah, je suis crevé, mais genre, voilà, je fonctionne à la caféine, mais j'ai toujours été comme ça, moi je suis comme ça, tu vois. Et ce truc du j'ai toujours été comme ça, et t'as Ah, tellement envie de leur dire, mais les gars, si vous vous reposez une semaine et vous dormez vraiment pendant une semaine, mais je peux vous jurer que vous allez tomber des nues. Vous n'allez pas vous rendre compte à quel point vous êtes en deçà de votre potentiel, mais complètement en deçà, quoi. Parce que, en fait, t'es en train de fouetter un cheval qui est déjà crevé, et juste parce qu'il avance, tu te dis que c'est la nouvelle norme, c'est normal. Bah ouais, ça avance. Mais en fait, il serait capable de galoper, le cheval. Voilà. ouais, c'est vrai que la résiliation, ce truc-là, et t'en as déjà parlé beaucoup, beaucoup. C'est vrai que moi, j'ai du mal aussi à entendre, ouais, bah, c'est comme ça, c'est mon âge, tu verras mon âge, ou des trucs comme ça qui me hérissent les poils. Ouais. Et oui, Ah non, ben c'est clair. oui. Ok, génial. Il y a plein d'informations là que j'ai notées que je connaissais pas. Alors, Ilya Prigogine, je sais que Pierre Etchard on avait parlé aussi dans ces trucs. J'ai son livre, je l'ai pas encore lu. Et Claude Shannon, j'avais pas connu la théorie de l'information. Si Mhm. tu pouvais nous dire deux, trois trucs là-dessus. Ah Parce bah, que de nos jours, pardon, je te coupe, mais on a accès à pléthore d'informations. On se noie. C'est devenu j'ai plus le mot, dispersion. On se disperse dans l'information. eh oui. Ouais, mais même là, tu vois, dans ton langage, le terme information, ça veut dire surtout ce que l'on transmet par nos voies de communication. Alors que, à la base, l'information donc qui a été catégorisée au niveau et qui a donné naissance beaucoup hein, au niveau de la cybernétique, par le bit de l'information, tu vois, on transmet une information, requiert une interface donc c'est le passage de quelque chose via une interface. Mmh. Euh, Maintenant, l'information de nos jours, on entend ça comme le savoir en fait, Ouais. c'est-à-dire le contenant plus que le contenu. Euh, et c'est comme l'énergie, c'est-à-dire, ça va, une fois que tu redéfinis la théorie de l'information de Claude Shannon, on ne pourra pas la couvrir en un podcast. Non, Ça va être tellement abstrait. Mais une fois qu'on redéfinit les termes, dans notre esprit, c'est beaucoup plus clair. Et surtout, on voit les impairs de raisonnement par rapport à tout ça et par rapport à justement faire la différence, comme nous le fait tout le temps notre cher Pierre Etchart, encore une fois, entre information, savoir, connaissance et sagesse. Moi, je rajoute toujours sagesse derrière. Parce que information, c'est donc quelque chose de désordonné et qui est transmis, encore une fois, via une interface. Le savoir, c'est une information qui va se ranger dans votre cerveau. Une information que vous allez pouvoir attraper. Vous savez, là, on a un empan au niveau de la main. La distance entre le petit doigt et le pouce, c'est mon interaction avec le monde. C'est très important, cet empan-là. C'est mon cerveau, il catégorise les objets qui m'entourent selon mon interaction possible avec ce que je peux saisir. Votre cerveau, il fait pareil.
il y a des informations qu'il peut saisir. Et quand je dis ça, que j'utilise cette métaphore-là, un cerveau qui saisit, c'est à dessein. C'est-à-dire, on ne pourrait pas utiliser cette métaphore-là si on n'était pas des primates évolués qui pouvaient saisir les choses physiquement. Donc, notre cerveau, il peut saisir les informations comme s'il avait un empan. Euh, et quand il saisit l'information et qu'il range, que ça fait sens, ça devient du savoir. Maintenant, pour que ce savoir devienne de la connaissance, il faut pouvoir le mettre en application par la pratique. C'est-à-dire, je peux l'utiliser derrière. Et si je fais passer par la pratique le savoir à la connaissance, c'est un truc qui n'est pas intégré pour la vie, parce que je peux toujours. Ça reste pas un plan. Si je l'utilise plus, malheureusement, ça va redevenir du savoir et de l'information. Donc il faut continuer à l'utiliser. C'est comme jouer au tennis, comme voilà, quelque chose de moteur, tu vois. Mais une fois que je l'utilise et que je fais mien, ce savoir, ça devient de la connaissance. Ce qui n'est plus du tout prêché de nos jours. C'est-à-dire, on nous balance juste de l'information qui s'intègre plus ou moins comme du savoir, et on mélange savoir et connaissance. Il n'y a plus la phase de pratique. Hein. Le monde de Google, ChatGPT, etc., où on prend pour connaissance qu'il n'y a en fait que de l'information, c'est terrible. Parce on prend l'information en voyant un post Instagram ou Facebook, et on est satisfait. On se dit, j'ai vu l'information, c'est comme les écoutes en x2, x1,5 des mémos vocaux, des vidéos YouTube ou des podcasts. Moi, j'emmerde tous mes amis avec ça, tu vois. De maintenant, ils en ont marre, tu vois. Mais j'arrête pas de les tanner. Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Vous pensez que vous devenez plus intelligent en pensant que ça, c'est de la connaissance. Ce n'est que de l'information. Et je peux vous dire, et le monde serait peuplé de gens plus intelligents si c'était le cas. Et on voit bien que c'est pas le cas, malheureusement. On voit bien. Moi, par exemple, je me sers des podcasts et des émissions de Andrew Huberman, de Sam Harris, de Taleb, de tant d'autres, des conférences d'Ilya Prigogine, etc. Mais j'ai envie de les mettre en 0,2. Je les réécoute et réécoute et réécoute. Et je m'en sers pour faire des cours, pour le centre naturopathie Hormez, entre autres. Ou des vidéos ou quoi. Et j'ai des amis, pareillement, qui écoutent ces mêmes sources. Combien d'entre nous écoutons Andrew Huberman? Maintenant, il a plus d'1 million d'abonnés. Plein de gens écoutent ça. Et quand je discute avec eux, de certains concepts importants que Huberman met en avant, et qu'on en parle, je dis des choses, et les personnes sont étonnées. Ah ouais, ah waouh, c'est intéressant et tout. Je dis, mais tu l'as écouté aussi cet épisode, pourquoi tu sais pas ça? En fait, ils ont oublié. Des trucs en x2, mais ils ont oublié. Et sur le moment, ils pensaient, ouais, bah, j'ai eu l'info, voilà, j'ai eu l'info, c'est bon, je le sais. Non, non, tu sais pas, tu sais pas. Ça, c'est juste de l'information qui est passée, ça, c'est pas du tout inscrit en toi, et tu l'as pas utilisé derrière, ça n'a pas fait de la connaissance. Donc, ce fait de gagner du temps, une expression qui ne veut rien dire, encore une fois, parce qu'on ne sait même pas ce que c'est le temps, hein. Il n'y a pas de consensus scientifique, hein. Mais gagner du temps, c'est une illusion, et on pense devenir plus intelligent par le fait d'être noyé, comme tu l'as dit, dans de l'information. Ça ne reste que de l'information. Et donc, comprendre la théorie de l'information, ça nous permet de faire le distinguo entre information, savoir, connaissance et sagesse, parce que la sagesse, c'est avoir la connaissance, mais savoir le moment opportun quand utiliser cette connaissance. Est-ce que c'est juste que j'utilise cette connaissance maintenant ou non? C'est ça le sage, en fait. Et le sage, généralement, il est assez silencieux. Il est en retrait. Il fait des petites actions. Il est mesuré, comme on dit. Donc voilà, pour moi, c'est les grandes leçons de s'intéresser à tout ça. Ça me parle vraiment, vraiment beaucoup. Et le fait que que tu rajoutes la sagesse, c'est vraiment sympa. Ça me fait penser à. C'est vrai que, en fait, vaut mieux écouter en une semaine, vaut mieux écouter un podcast et mettre en action une petite action, même si c'est juste une petite action, que écouter 15 conférences et finalement tu mets rien du tout en place. C'est vrai que moi j'ai du mal, je suis quelqu'un de très très cérébral. J'adore comprendre, etc. Et s'il y avait un point sur lequel je devais m'améliorer, c'est justement la mise en pratique de ces choses-là, parce que finalement, si tu mets pas en pratique, tu te rends compte que tu oublies vite les choses et, euh, et c'est un peu la merde, quoi. Exactement. Tu Ouais. as raison. Non, bien sûr. Moi,
Moi, ce qui me rassure avec toi quand même, c'est que, tu vois, même si tu as cette curiosité débordante et envie d'apprendre, tu es quand même dans la formation d'ostéo en même temps que la formation de Mmh. naturo. C'est-à-dire tu sais à quel point passer à la pratique et apprendre, de la vraie manière, c'est important. Donc Ouais. je me fais pas de soucis par rapport à ça. Ouais, Ton bien parcours, il est parfait parce que justement, tu cumules les 2, la pratique et sûr. le théorique, quoi. Et c'est vrai que tu te rends compte que, tu vois, enfin, ça m'a vraiment interpellé en fait. C'est que en cours, tu apprends, tu vois, en première année, tu apprends les tests des membres inférieurs, etc. Tu es avec tes potes, tu apprends vite fait, enfin voilà, tu vois, tu suis le truc. Et puis tu te retrouves en stage ou en clinique. Et le praticien, il dit, bon, bah vas-y, teste le membre inf et dis-moi ce que tu trouves. Je savais plus comment je m'appelais et j'avais l'impression de, tu vois, d'où l'importance primaire de la pratique. Vaut mieux quelqu'un qui pratique. C'est pour ça que les entrepreneurs, ils sont hyper chauds parce qu'ils pratiquent, ils pratiquent, ils pratiquent sans même forcément avoir tu vois, d'études, etc. Mais ils sont dans la pratique, tu vois. Et c'est vrai que l'importance de la pratique, elle est primordiale, quoi. Mmh. Le terrain l'expertise du terrain, c'est pas quelque chose que tu peux court-circuiter. C'est pas quelque chose que tu peux apprendre de l'extérieur et ça nous prouve toujours qu'on ne peut pas prévoir, les éléments du futur avec les éléments du présent. C'est-à-dire, là, tu t'imagines en train de tester les membres inférieurs, mais tu t'imagines comment? Tu es sur ta chaise, tu es chez toi, Ouais. tu as cette configuration-là. Donc tu vas te dire: «Je vais faire ça, je vais faire ça» et cetera. Quand tu vas aller en bloc opératoire ou bien en clinique, mais toute l'ambiance qui change, Mmh. tout ce qui sera passé entre maintenant et ce moment-là, le fait dans ta voiture, et cetera, machin, le fait qu'il y ait des gens qui te supervisent, le fait que tu aies une vraie personne devant toi, ben voilà, ça change absolument tout. Heu Ouais. et donc l'être humain est complètement intriqué dans son environnement. Si son environnement change, il change. Heu Mmh. et votre capacité à rechercher ce savoir en vous aussi. Ouais. Génial. Alors, toi, tu bassines tes potes avec, les fois 1,5. Moi, je bassine, mes potes avec les trottinettes électriques. Ah, Alors, je très bien. m'explique. On va aller sur le sujet enfin, pas de la société, mais, du manque de stimulation de nos Mmh. jours. Et moi, quand je vois des jeunes, tu vois? Alors, à la limite, tu vois, l'électrique sur des gens qui ont été opérés, des personnes âgées qui n'arrivent plus à faire de vélo, et cetera, et qui sont en couple et qui finalement, ils prennent du plaisir, tu vois, à partir avec un vélo électrique. Parce qu'ils arrivent maintenant à faire, 3 heures de vélo alors qu'avant, ils n'arrivaient pas. Ça, à la limite, tu vois? Mais de nos jours, je vois beaucoup, je suis en ville, je suis à Strasbourg, et je vois énormément de jeunes, en trottinette électrique, tu vois? Et ça me fait mal au cœur à un point. Et quand je discute avec des potes, des fois, tu vois, on va boire un coup et puis, on se dit: «Ouais, il y a 15 minutes de marche». Pour moi, 15 minutes de marche, c'est rien du tout, tu vois? Et il y a des gens, ils disent: «Vas-y, hein, on prend le tram, c'est beaucoup 15 minutes». Et ça me fusille. Eh oui. Toi, quel est ton point de vue par rapport à ça? Mmh. À mon avis, il va sans doute rejoindre le tien, hein. Je vois heu, tu as parlé de manque de stimulation, mais je pense qu'il faut qu'on dise manque de mouvement. Ouais. Surtout le moindre mal, le moindre inconfort, donc quelqu'un qui prêche l'hormèse, à partir du moment où tu parles de moindre inconfort, tu comprends bien que ça va me chagriner. Mmh. Heu, le moindre, ouais, une culture du moindre effort et de la recherche du confort à tout crin, ça détruit les individus, hein. Un système qui vous promet une récompense sans effort détruit le vivant, hein. Le vivant, il s'est bâti sur ça. C'est toutes les voies dopaminergiques, toutes les voies de sérotoninergiques, tout ce qu'on sait au niveau du système nerveux, des hormones, et cetera, sont bâtis sur le fait de chercher quelque chose, s'attendre à trouver quelque chose, être content de ce qu'on a trouvé, et puis rechercher quelque chose, et cetera. Un partenaire sexuel, de la nourriture, un environnement plus confortable, et cetera, et cetera. Tu casses ça sans la recherche, sans la quête, et tu donnes la récompense, tu détruis l'individu. Il n'y a plus Mmh. de processus adaptatif, il n'y a plus d'amélioration, il n'y a plus de sensation d'accomplissement, il n'y a plus d'estime de soi, et cetera, et cetera. Donc déjà ça, c'est mortifère. Et après, tu enlèves le mouvement, bon, bah, c'est terrible pour le système cardiovasculaire, système musculaire, système osseux, pour la gestion du stress aussi, parce que tu as dans le fait de voir le paysage qui défile à une certaine vitesse quand tu marches, dans la vision périphérique, ça calme.
C'est le moment où tu intègres des idées, c'est le moment où tu connectes les points. En anglais, on dit connect the dots. T'as un flash, ah ouais, punaise, j'avais pas pensé à ça. Tu sais, ça arrive souvent dans les trajets, tu vois, entre deux lieux, tu vois. Ben ça, tu l'enlèves. Parce que on sait très bien que sur une trottinette, il faut faire gaffe, ça va vite. Voilà. Ouais, tout ça pour moi, c'est assez terrible. Par contre, je pense que c'est la résultante, au contraire, de trop de stimulation OK. intellectuelle, tu vois, mentale. C'est-à-dire, les cerveaux sont trop pleins, pas trop, hein, je vais utiliser un terme fort, mais trop lobotomisés, vraiment trop plein des informations, des écrans, de cette projection, et comme on en prend plein les yeux, ça sature. On sait que le cerveau, il a un nombre défini de décisions qu'il peut prendre et de réflexions qu'il peut avoir par unité de temps. Ouais. Donc si tu satures ça, après, tu plus du tout envie de prendre des décisions. T'as juste envie de la facilité, quoi. C'est-à-dire même pour aller du point A à un point B, donne-moi un taxi, quoi. Parce que là, je suis... Tu vois. Et ça crée donc des organismes qui sont plus du tout capables de penser et d'agir par eux-mêmes, fatigués, mais pas fatigués musculairement, fatigués Ouais. intellectuellement, mentalement, qui veulent, vas-y, juste, tu sais, j'en ai marre, j'en peux plus, Ouais. donc, je veux même pas lutter, quoi. Ils luttent plus, tu vois, ils sont à la merci. Et donc, c'est pas facile de faire comprendre ça à nos potes, qui sont peut-être encore dans la matrice, tu vois, pris dans l'engrenage, en disant, mais non, mais tu te rends compte, il faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Et en fait, on dit, ouais, mais là, tu sais, les gens, ils sont au bout du rouleau, donc c'est vraiment pas simple le rôle qu'on a. Vraiment pas Bien simple. sûr, ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Ça me rappelle j'avais écouté une conférence de Michel Desmurger Ouais. sur TV lobotomie avec les enfants et le, le mal énorme du siècle avec les écrans qu'on fait à nos enfants de Mm. 3 ans, etc. Et le fait bah, c'est clairement de la lobotomie, hein, finalement. Ouais, c'est un peu ça. C'est même enfin, je vais pas dire carrément, parce que le lobotomie, c'est très spécial, mais Ouais. voilà. On s'entend, on s'entend. Ouais. Tu parlais de bruit. Moi, j'ai envie de te parler de silence, et de l'importance du silence dans notre quotidien et Ouais. actuellement, il y a plus beaucoup enfin, il y a même plus du tout de silence parce que même quand on va aux chiottes, on emmène le téléphone, on écoute de la musique ou on met des AirPods et C'est j'ai fait une tellement. expé j'avais fait une expérience assez intéressante, où le matin, pour aller à l'école, ouais, le matin, j'ai 45 minutes, tu vois, de route et d'habitude, je mets de la musique. Donc j'écoute podcast. Et là, pendant 2 semaines, j'avais rien mis du tout. Genre, j'y allais en silence. Et c'était assez incroyable parce que ton cerveau, il faut qu'il fasse quelque chose. Donc, c'est soit il est passif et il écoute les stimuli extérieurs, ou soit il a rien à faire, donc il est actif. Et du coup, tu te mets à raisonner, etc. J'avais la même chose avec la marche. Où j'ai fait des voyages, des treks, tu vois, des longs treks de plusieurs mois. Et là, c'est pareil, tu vois, ton cerveau, il est obligé de réfléchir à les choses et du coup, bah, tu rentres en profondeur. Exactement. J'ai pas grand-chose à ajouter à ça, hein. J'ai pas grand-chose à ajouter à ça. Il faut le tester parce que Ouais, tu te dis, je vais écouter un truc intéressant ou je vais écouter une musique qui me plaît. Donc, quel est le mal, tu vois, quel est le mal? ouais. Mais je dirais, en effet, je dirais il n'y aurait pas de mal si d'un autre côté, on avait des quotidiens qui sont vachement silencieux, tu vois. Sans Mmh, doute, à une autre époque de l'humanité, il y avait beaucoup plus de silence, des temps de ouais. silence, etc. De nos jours, c'est plus tout le cas, puisque on a le QG de la NASA dans la poche, on Mmh, est tout le temps sur le smartphone ou les écrans, etc. Les moments de silence sont devenus rares. mmh, Donc, moi aussi, j'adore, et je dois être très pointilleux envers moi-même, discipliné, parce que tu me connais, on est un petit peu pareils tous les deux, on adore apprendre, donc mmh. les occasions sont toujours bonnes pour mettre un podcast intéressant et une vidéo YouTube intéressante. Mais j'essaye, autant que faire se peut, de m'observer moi-même et de faire attention justement à ces instants de silence que j'adore en plus, je les adore. Ouais. Ils sont, comme tu l'as dit, ils sont rafraîchissants. Ils sont tout autres, vraiment, même si vous comparez avec le fait d'écouter une musique que vous aimez, l'instant de silence, il a une profondeur incroyable. Euh, et c'est pour ça que c'est tellement kiffant de faire des méditations, quoi. C'est-à-dire, quand tu te sens bien avec toi-même, et que tu regardes les pensées passer, comme ça, tu les laisses filer, tu reviens sur un support qui est peut-être ta respiration, ou peut-être une émotion, c'est génial. C'est vraiment, vraiment génial.
Donc, je te rejoins totalement. Les petites choses, les petits trajets du quotidien, au lieu de mettre en musique ou quoi, tu mets rien, tu restes avec toi-même, c'est génial. Le sport en silence, les moments vraiment d'intensité aussi en silence, c'est très bon. Moi je fais du sauna, là j'ai un sauna dans le jardin. Oh là 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 là. Tu te mets et tu sens ton corps, tu vois, Ouais, réagir, faire de la transpiration. Et tu sens que ça devient désagréable, la chaleur, tu as envie de sortir. Et je dis: «Ben non, je reste un petit peu plus longtemps», tu vois? Tu restes avec toi-même comme ça. C'est comme le bain froid, hein, ouais, le bain froid, tu peux le faire en musique, hein, et tu vas complètement décrocher de ce qui est intéressant pour moi dans le bain froid, c'est l'introspection, et tu vas penser à autre chose, hein. Bon. ouais. Versus fermer les yeux et vraiment rentrer à l'intérieur, dans le froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça me fait? Les émotions, tout ça. Ah, c'est autre chose, hein. Donc il y a ça et puis surtout je voulais soulever un point, que tu as dit et qui est vraiment, vraiment, vraiment à mettre en exergue. Tu as dit, on est soit passif, soit on est actif et on a l'impression que quand on est passif, il se passe moins de choses, quoi. C'est-à-dire, on est passif, c'est-à-dire comme toi, je marche à l'école, mon cerveau est passif, donc il faut qu'il fasse quelque chose. Il va écouter, enfin, je vais me concentrer sur quelque chose ou je vais, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte, et ça, bah, c'était par exemple, c'était un grand point de ma présentation de la conférence au potentiel humain, c'est que l'écoute, enfin le côté passif du cerveau, comment dire, la réception, elle est complètement active, Ouais. complètement active. C'était l'expérience avec les chatons que je montrais, les 2 groupes de chatons, donc les bébés chatons qui sont élevés dans le noir à leur naissance, ce qui ne pourrait plus être fait de nos jours parce que ce serait vraiment, heu, tortionnaire par rapport à la maltraitance animale, quoi. Mais bref, à l'époque, ils avaient fait l'expérience d'élever des groupes de chatons dans le noir, et quand on élève des chatons dans le noir, ils deviennent aveugles à l'âge adulte. Hem Et dans cette expérience-là, ils allumaient la lumière une fois dans la journée. Et durant ce court laps de temps où la lumière est allumée dans la cage, où tous les chatons ont la même expérience visuelle, qu'on pense être passif, hein. Ouais. Le sensoriel, on le voit comme passif, entendre, voir, sentir. On dit: «La lumière arrive dans mes yeux», mais c'est passif, quoi. Eh bien, un premier groupe de chatons, quand la lumière est allumée, reste assis dans son chariot, et le deuxième groupe de chatons, lui, par contre, il tire le chariot et il est actif, il bouge. Ouais. Et donc, quand ce n'est pas incarné dans le monde, la la réception des sens ne produit aucun effet au niveau de la plasticité neuronale. C'est-à-dire que le groupe de chatons qui est resté assis dans son chariot alors que la lumière était allumée, à l'âge adulte, ils étaient aveugles. OK. Pourtant, ils ont eu une expérience visuelle, Mmh mh. mais ils sont restés aveugles. Et ben, le groupe de chatons, lui, par contre, qui tirait le chariot, qui était actif dans la cage, ils sont complètement fonctionnels, ils ont un système visuel fonctionnel. C'est-à-dire OK. que incarner les sens, c'est-à-dire quand nos sens, ils sont incarnés dans le monde, ça change qui nous sommes. C'est-à-dire, c'est complètement différent, encore une fois, de connaître le chemin et d'arpenter le chemin, comme disait Morpheus dans Matrix. Il y a une grande différence entre les deux. Donc, il y a une grande différence quand vous écoutez une vidéo en x2, quand vous recevez le résultat, au lieu que ce soit vous qui fassiez tout le processus. Euh, c'est la différence aussi si on vous dit la fin d'un film alors que vous n'avez pas vu le film. On vous dit la fin d'un film. On vous raconte, on vous spoil, comme on dit. Versus le fait de voir tout le film et de vivre avec les héros du film, etc. Et la fin arrive et d'un coup, c'est dingue, tu vois. Tu dis, punaise, ce film est trop bien. Au lieu de, je te montre que le début et après, je te montre tout de suite la fin. Et je dis ça à dessein parce que je suis tombé sur des vidéos de jeunes sur Internet, des streamers, comme on dit, Ouais. qui se targuent de regarder des films en x2. Mmh. Ou d'aller voir la fin du film, uniquement. Ben ouais, s'il y a que ça qui compte, s'il y a que le résultat qui compte, je vais aller voir que la fin du film. Non, non, vous oubliez les petits chatons. Ouais. S'il y avait que le résultat qui comptait, ça voudrait dire que s'il y avait que le fait qu'il y ait de la lumière dans les yeux qui comptait, ils auraient développé un système nerveux visuel fonctionnel. Non, ça marche pas comme ça. La plasticité n'opère pas. Il faut qu'on incarne notre action dans le monde pour que nos sens soient actifs. Nos sens sont actifs dans le monde. Ouais. S'ils sont uniquement passifs, vous interagissez
n'interagissez pas avec l'environnement, vous ne construisez pas votre système interne. Ça ne change pas. C'est fort, ça, quand même. Ouais. Ça nous enlève tout ChatGPT, tout Google, tous les courts-circuits, le fait de vouloir aller plus vite. Voilà, toutes ces démarches-là modernes sont mises à la poubelle pour retourner à un mode de vie qui est celui de la quête, celui de l'effort, du goût de l'effort, de la récompense après l'effort, etc., etc. Ok, ça me parle vraiment beaucoup. Est-ce qu'on peut résumer ça sous la phrase ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage? C'est un Mais peu ça, oui, non? clairement, dans la quête du Graal, l'important, c'est pas le Graal, c'est la quête. Ouais. On pourrait dire ça d'une autre manière, le processus et la récompense, hein, EEST, quelque chose que j'ai répété là, de long en large pendant des années, et c'est ça, c'est le processus qui est la récompense, c'est pas le sommet de la montagne. C'est vrai. Ça me parle vraiment beaucoup. Ouais. Mmh. J'aimerais aller sur le terrain parce on est déjà à 1h15, hein, ça va vite. Ouais, ouais. Moi, je pourrais rester, de toute façon, on va en faire plusieurs, hein, mais je pourrais rester des heures et des heures à parler avec toi. Pareillement. Et avant d'atterrir, d'arriver sur la fin, on parle d'aujourd'hui, de la société actuelle, etc., des jeunes. Moi, c'est les jeunes, je sais que je vais me diriger en tant qu'ostéo. J'aimerais bien me spécialiser, entre guillemets, avec les enfants, tu vois, les nouveau-nés, parce que j'estime que l'avenir, comme tu l'as dit si bien au début de ce podcast, de cette interview, l'avenir, c'est les jeunes, le monde de demain, c'est les jeunes. Et on a le choix, en fait, nous, entre juste critiquer, dire voilà, ça c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, ou alors faire notre colibri et donner mettre notre petite patte dans ce truc-là. Et du coup, j'aimerais te parler comme tu parles de mindset, etc., de valeurs à cultiver, en fait. Si tu avais des conseils aux jeunes, quelles valeurs, je sais pas, une ou deux, ou quelques valeurs qui sont importantes pour toi, tu cultiverais. Ouais, ça se dit. Mmh. Ouais, c'est ça. Ah là là. Ouais, c'est touche la fibre émotionnelle. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus important que ça, la Ouais. philosophie qu'on développe. Comme tu le sais, le stoïcisme m'a beaucoup impacté et me touche beaucoup. Euh, euh, Est-ce que tu pourrais rappeler le stoïcisme pour ceux qui connaissent pas, s'il te bien plaît? sûr, bien sûr. C'est une philosophie de la posture, une philosophie du travail sur soi. Donc, il y a très peu, comparativement à d'autres courants philosophiques qui peuvent paraître durs à aborder. Tu sais on fait de la philo au lycée, on n'y comprend rien parce qu'on parle. Tu vas étudier Kant, tu vas étudier d'autres penseurs, tu vas lire ça, tu vas rien comprendre. Surtout, t'es jeune, tu vois, t'es trop jeune pour lire ça. Et t'as pas les bases. Le truc, c'est que pour aborder certains auteurs récents, il faut avoir lu Platon, Aristote, il faut avoir lu les stoïciens pour comprendre Montaigne. Parce que Montaigne, par exemple, il se base beaucoup sur les stoïciens, ou bien, voilà, encore une fois, Hume ou bien Kant, ils se répondent entre eux. Donc ils utilisent des termes que l'un avait dit 20 ans plus tôt, mais si t'as pas les termes, tu comprends rien, tu vois, enfin bref. Mmh. Euh, donc, développer certaines valeurs, ça peut se faire par la philosophie, et je trouve que le manuel d'Épictète ou bien Pensée pour ma-mène de Marc Aurèle sont des fondements et des idées transgénérationnelles qui sont applicables à toutes les périodes de la vie et de l'humanité, et qui reviennent très souvent sur les valeurs humanistes, en fait. C'est-à-dire, travaille sur toi-même, connais-toi toi-même. Euh, voilà, ce que Socrate, know yourself, préconisait avant toute chose, c'est pas connaître ta biographie, c'est connaître ton mode d'emploi. Voilà. Ce que Siddhartha Gautama, par la transmission de la méditation, voulait transmettre aussi. Hein. C'était, on utilise l'esprit pour dévoiler les mécanismes de l'esprit, quoi. Donc, faites ce travail méditatif et introspectif, connaissez-vous vous-même, pour après être d'autant mieux armé pour faire le bien autour de vous. Mais ça passe d'abord par soi-même. Si on veut être effectif,
si on veut être fort, si on veut avoir un impact dans le monde, heu, encore faut-il, se connaître parfaitement, quoi. Donc heu, ça passe par l'amour-propre avant de propager quelque chose comme l'amour, l'amitié, les grandes valeurs que l'on aime tant. Ça passe d'abord par l'amour-propre et ce que je peux remarquer moi, qui caractérise notre époque, c'est vraiment la dévaluation de notre image de soi. Donc on a des discours négatifs très forts et chroniques sur nous-mêmes. C'est-à-dire: «Je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça». Au niveau intellectuel, physique, en fait, on se dévalue énormément et donc il y a beaucoup d'autosabotage. Parce que Mmh. le modèle qu'on se construit de nous-mêmes, notre image de nous-mêmes, est négative et que le cerveau, il veut juste correspondre. Comme tu le sais, il aime pas les imprévus, il aime pas les surprises, il veut correspondre à ce qui est la norme. Pour lui, si la norme, c'est que, Pierre c'est un nul et ben, il va tout faire pour que dans le concret, dans le réel, ça se réalise. Ouais. Et donc ça va créer une frustration constante de se dire: «Ah, je suis pas bien, je suis nul, je suis pas bien, je suis nul». Et dans cet état de fait-là, tu vas certainement pas pouvoir donner ce que tu n'as pas, c'est-à-dire de l'amour. Tu vas Ouais. certainement pouvoir aider autrui si tu te sens faible, pas content de toi-même, déprimé. Hein, ça on le comprend bien. Alors que si tu te sens fort, fier, tu as beaucoup plus de facilité à considérer, autrui et à pouvoir l'aider. Donc je retournerai dans ces préceptes, là, je le lirai parce que c'est très facile à lire comme tu dis, même les jeunes, même les ados peuvent lire, voilà, ce genre d'écrits des stoïciens. Heu, peut-être que les romains sont plus faciles que les grecs. Peut-être que Marc Aurèle est plus abordable au début, quoique. Mais c'est des petites en plus c'est des phrases qui c'est des fulgurances quoi, c'est 3 lignes, puis 3 lignes, puis 3 lignes, c'est comme des conseils un peu qu'il se donnait à lui-même. Évidemment, notre Patrice Franceschi, c'est un contemporain, héritier des stoïciens. L'éthique du samouraï moderne est très facile à lire. Et ça, pareil, tu le glisses dans le tiroir d'un adolescent, t'en fais une fille ou un homme par balle, comme on dit. Peut traverser toutes les épreuves de la vie avec ça. Et surtout, ça permet à des individus de s'engager. C'est-à-dire, pour moi, un adulte, c'est quelqu'un qui s'engage. C'est quelqu'un qui met sa force au service du bien commun. Ouais. Donc, mais ça passe, voilà. La première étape pour moi, c'est de travailler sur soi-même d'abord, se découvrir de l'intérieur, ses vraies valeurs. Une fois que c'est posé sur papier, bah, mes valeurs, c'est quoi? Qu'est-ce qui est sacré pour moi? Qu'est-ce qui compte au point que je puisse sacrifier ma vie? Eh ben, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est c'est la liberté. Voilà. Ça, c'est dit et c'est plus ou moins gravé dans le marbre. Ouais. C'est à peu de chance que ça bouge. Bon, maintenant que c'est dit, eh ben, j'acte là-dessus. Mais il faut le faire. Il faut faire le job de l'écrire, de se dire, voilà, qu'est-ce que je pense de la vie et de mon chemin de vie. Et le fait de ne pas le faire, ça fait que tous les jours est un jour nouveau. Tous les jours va avoir ses propres valeurs, qui va être en fait la direction du vent que va te donner bah, ton état de fatigue, ton état actuel. Je me suis réveillé du mauvais pied. Bon, moi j'ai passé une journée de merde. Et t'as pas un cap. Tu vois, t'as pas la direction du vent, quoi. T'es porté par les flots, comme ça. Bon, bah, ça fait que tu passes une vie un petit peu dénuée de sens, quoi. Et arrivé Ouais. au bout de la vie sans sens, t'es triste. Voilà. Ouais. OK. L'importance du sens. C'est ma première vidéo, sur ma chaîne là, Essentialis, c'était la santé comme un moyen. Heu Mmh. Tu vois? Tout ce qui est, technique naturopathique, hormèse, le renforcement et tu le dis, on se renforce pour pouvoir faire face à des situations et cetera. Pour pouvoir jouer avec nos petits-enfants, quand on aura, 90 ans, toujours jouer au foot et être le papy, qu'on aurait aimé avoir ou tu vois? Et Ouais. heu et je trouve que finalement et c'est là l'importance du mindset, c'est le sens que tu veux donner à ta vie et je pense que là, c'est vraiment la base de la base sur laquelle tous les choix vont être, pris, tu vois? Le sens de vouloir servir les autres, je pense que c'est de toute façon, c'est le sens qu'on a en commun puisqu'on est thérapeute, enfin, moi pas encore, mais j'ai envie d'aider les autres et cetera et du coup, l'importance du sens, il est primordial. Ouais. Oui, oui. C'est, le sens qu'on donne aux choses, encore une fois, il colore, hein, c'est une expression que j'aime beaucoup, il donne la couleur à nos actions, tu vois?
On a beaucoup mis l'emphase dans cet entretien sur l'idée qu'on se fait des choses qui détermine en fait tout le reste. L'idée que vous faites de la nourriture, du bain froid, du sport, va déterminer la résultante. Si je me dis que ma séance de sport va être terrible et j'ai pas envie d'y aller et on me force à y aller, c'est complètement différent au niveau de la réaction biochimique que si le sens que je donne à la séance de sport, je le comprends. C'est-à-dire, ah oui, d'accord, c'est une séance pour améliorer mon endurance, parce qu'on va faire tel exercice, etc. Ah ouais, c'est une séance pour améliorer, pour prendre de la masse musculaire, parce qu'on va travailler de cette manière-là. Ah bah ça va être bien, tu vois, je donne un autre sens. Tout en sachant que le véritable sens va être énacté, ça encore je renvoie à ma conférence sur le potentiel humain, du fait même de m'incarner dans le monde. Le fait même d'agir dans le monde, c'est là où je vais faire sens. Mais tout change par rapport au sens qu'on donne aux choses. Et encore une fois, si tu incarnes tes actions vis-à-vis de valeurs qui sont fortes et qui sont importantes pour toi, comme prendre soin d'autrui, ou voilà, faire le bien, etc., c'est tout autre que si tu te dis je vais faire telle action, mais je m'en fous, je le fais pour moi, ou je vois pas l'intérêt, tu vois. Non, ça change tout, bien sûr. Notre ami Pierre Etchard a dit dans sa conférence, nous percevons le monde tel que nous le pensons. Et je pense que ça fait énormément référence à ce qu'on vient de dire. Oui. Et on dit tout le temps enfin, on dit tout le temps autour de nous, enfin moi j'ai jamais entendu le contraire, mais on dit tout le temps, ouais, moi je crois que ce que je vois. Chaque fois, je dis tout le temps, essaie une fois de jouer avec l'inverse, je vois ce que je crois. Et ce truc-là, ça m'a vraiment, ça va. Les Américains ils disent fake it till you make it, ou tu peux dire fake it till you become it. Et je trouve que ouais, c'est ce mindset, ce côté mindset, il est un peu sous-coté Mhm. et on n'en parle pas assez. Et Mhm. s'il y avait un message à donner aux générations futures, Mhm. c'est Ne doutez jamais de vos efforts. ok. C'est le plus important. C'est-à-dire, on dit, on dit toujours il faut faire de son mieux. En fait, on ne peut pas s'extraire de notre condition d'être encore une fois, un individu incarné dans le monde. Quand Pierre Richard nous dit on ne voit pas le monde tel qu'il est, on le voit tel qu'on le pense, c'est-à-dire que vous ne voyez pas, comme on l'a dit tout à l'heure, toi tu vois la couleur bleue derrière moi qui est sans doute légèrement différente de moi. Sans doute que moi je le vois d'un autre bleu. Et quand il dit on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense, ça veut dire qu'on ne peut pas s'extraire de notre propre vision. Tu as une vision du monde, j'ai une vision du monde, et il n'y a pas une vérité unique qui existe dans son absolu. Encore une fois, c'est la mort de l'objectivité. C'est-à-dire, Mm. je ne peux pas dire qu'il y a une chose qui est en soi, qui existe en soi. Tout est relatif au référentiel. Et là, évidemment, je renvoie, ça c'est une généralisation de la relativité d'Einstein, hein, et c'est comprendre les implications de ces changements de paradigme, plus que de savoir que E égale mc2, la relativité restreinte et générale, il faut comprendre que notamment le cubisme en physique quantique élargit et généralise cette relativité-là, au fait même qu'on on est une part de l'environnement, et que comme on est une part de l'environnement, on ne peut pas comprendre l'entièreté de l'environnement. Mm. Parce que si on s'enlève de l'environnement, c'est plus l'environnement. C'est Ouais. l'environnement moins Nicolas. C'est l'environnement moins Pierre. Et donc, c'est plus vraiment l'environnement. Parce que l'environnement, dans l'environnement, il y a nous deux. Et comme on dit en sagesse bouddhiste, l'œil qui regarde ne se voit pas lui-même. Il y a toujours un point aveugle dans l'histoire. C'est-à-dire que vous regardez à partir de votre point de vue. Et ça, vous ne pouvez pas effacer cette incomplétude du monde. Il y a Mm. de l'incomplétude. Parce que vous êtes dans le système, vous êtes dans la bulle, et vous ne pouvez pas sortir de la bulle pour regarder la bulle. C'est pas possible. Parce que vous êtes dedans. Et si vous êtes plus dedans, c'est plus la bulle. Ouais. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, le monde, il est à l'image de votre propre regard, parce que vous êtes dans le monde, et que c'est comme ça, et il y aura pas, vous verrez pas un jour la vraie couleur bleue. Elle n'existe pas, la vraie couleur bleue. Il y a la couleur bleue de Nicolas et la couleur bleue de Pierre. Mm. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste nous et nos propres efforts. Nous et le fait de faire le mieux possible.
pas pour chercher une vérité absolue, parce qu'elle n'existe pas. Elle est inatteignable. Ouais. Pour faire juste de notre mieux, être qui nous sommes, c'est tout. Et tu sais, Vérisme TV, à la fin de toutes les vidéos, avant, dans les premières vidéos, j'écrivais ce qu'écrivait mon père derrière les tableaux, en fait. C'était du mieux que j'ai pu. Et en fait, c'est ça le vérisme. Le vérisme, c'est juste faire de son mieux, pour s'approcher au mieux de la vérité. Mais on ne peut pas faire plus. Ouais. C'est tendre, c'est une tension vers ça. Mais on ne pourra jamais prétendre avoir trouvé la vérité. C'est pas possible. Elle n'existe pas de manière absolue. Elle existe de manière relative. Ouais. Donc voilà. Ce qu'on peut faire, c'est faire de son mieux et jamais douter de ses efforts. Et quand on fait de son mieux et qu'on a donné son maximum, personne derrière, tu sais, quand tu t'es donné à fond dans une séance de sport ou quoi, après tu pourrais avoir n'importe quel connard qui arrive et qui dit t'aurais pas dû faire comme ça et tout. Tu t'en fous. Je m'en fous. Là, je suis en plénitude complète parce que je suis fier de moi et que je me suis donné à fond. Donc tire-toi. Tu me dis un truc là, je m'en fous. Tu vois. C'est ça en fait. C'est ce goût de l'effort là, tant qu'on l'a, eh ben, jamais on va s'intéresser aux trottinettes électriques. Jamais on va prendre le chemin facile. On va Ouais. toujours se dire, l'important c'est la quête, l'important c'est le chemin, et sur la quête, je vais trouver en fait ma croissance et qui je suis. Voilà. Je pense que c'est un très beau mot de la fin. J'ai envie de te poser plein de questions, de te parler plein de trucs, mais je pense qu'on va se faire plusieurs On fait épisodes. plusieurs fois, mais bien sûr. Ça fait 1 heure et demie déjà qu'on parle et je pense qu'il y a déjà pas mal de contenu sur lesquels il y a de quoi digérer, quoi. Il y a de quoi intégrer. Le stresseur, il est là, ça y est, on a balancé on a balancé pas mal de choses. Merci à toi, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette discussion entre amis. J'ai Ouais, beaucoup, beaucoup apprécié. pareillement. Et je suis content de te donner un peu la parole parce que tu donnes la parole, tu donnes beaucoup la parole aux gens. Je pense à Pinault, je pense à Mathieu Bouchard, je pense à plein, plein de gens. Mais alors, je sais pas si on ne te voit pas souvent. En tout cas, t'es pas de l'autre côté du micro, on va dire. Donc, merci pour m'avoir donné l'occasion de faire ça. Je t'en prie. Est-ce que tu as un mot de la fin? Tu as envie de rajouter quelque chose qui est important pour toi? Mot de la fin, tisser des liens. Tisser des liens, les amis. C'est sans doute ce qu'il y a de plus beau. C'est comme ça qu'on s'enrichit. L'histoire du vivant, c'est gagner en complexité pour tisser plus de liens pour gagner en complexité. Ce n'est que ça. Donc, tisser des vrais liens, quoi, en dehors des écrans. Je pense que c'est voilà, c'est le plus important. Tu dois revenir dans les Hautes-Pyrénées, là. C'est clair. Viens donc me voir. Puis les montagnes. Merci beaucoup. Merci à Merci à toi. tous de nous avoir écoutés. Et je mettrai tous les liens vers ton YouTube, vers ton Instagram. De toute façon, Oui. c'est noté, Verisme TV pour YouTube. Ouais. Je mettrai ton site du CNH. Ouais. Et voilà, on est bon. On est bon. Grand merci, cher ami.